Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais donc cette vidéo à destination première des élèves de 5e année de l'Institut national du patrimoine qui concerne les différents protocoles de calibration en place à l'INP. C'est une vidéo qui peut servir de manière générale pour toute personne qui s'interroge sur la calibration sous différents rayonnements, notamment sous éclairage UV, en luminescence, en réflectance, en infrarouge. Cette vidéo peut bien sûr être visualisée par n'importe qui. De ce fait, je me présente, je suis Chloé Bernard, ingénieure d'études chargée de l'imagerie scientifique à l'INP et je suis donc responsable du module d'enseignement d'imagerie scientifique pour les élèves restaurateurs. Je vais vous présenter donc les différentes méthodes de calibration selon les différentes imageries réalisées. Donc chez nous, tout se fait avec Darktable. C'est un logiciel libre qui permet en fait de gérer la calibration totale sans passer par d'autres logiciels de toutes les imageries dont on a besoin. Donc c'est très pratique d'avoir un seul logiciel. Et on peut aussi, si on est sous Linux, mettre en place une capture connectée, mais ça ne marche pas encore sur PC. Voilà, peut-être que ça va venir, que l'option va devenir disponible, mais pour l'instant, on est sur un workflow qui consiste à acquérir ces images d'un côté et ensuite les importer sur ce logiciel Darktable pour les traiter. Donc on a fait quelques tests, quelques études concernant la fiabilité de ces calibrations, dont je mets les références en description pour celles et ceux que ça peut intéresser. Premièrement, c'est un logiciel qui fonctionne avec deux onglets principaux, un onglet Light Table ou chambre claire et Darkroom ou chambre noire. Sur l'onglet Light Table, on va avoir tout ce qui concerne la librairie, la gestion des fichiers, la visualisation de toutes les images de notre séance. Et dans l'onglet Darkroom ou chambre noire, on va avoir toutes les options qui nous permettent de traiter nos images, de changer certaines couleurs, certaines calibrations, voilà, d'effectuer la calibration tout simplement. Donc, ici, on va commencer par faire la calibration de l'image en visible. Alors, ce que j'ai oublié de dire par rapport à Darktable, c'est qu'aussi, il est pratique pour une autre raison, c'est qu'il permet de transférer les réglages qu'on fait sur les images avec les images, c'est-à-dire que dans votre fichier RAW que vous allez importer sur Darktable, vous aurez directement un fichier attaché à votre image RAW, ou n'importe quelle image que vous traitez, qui va donc pouvoir accompagner l'image tout au long de sa vie si on fait attention à gérer ces fichiers correctement, disons. Donc, je ne développe pas concernant l'installation du logiciel. Vous trouverez d'autres tutos pour installer Darktable de manière assez facile. Je vais commencer au niveau donc de l'importation des images. Donc moi, mes images sont déjà importées ici, mais si on veut les importer, il faut aller dans cet onglet Import, importer, ajouter à la librairie et on a ici différentes positions, différents fichiers. Donc si le fichier dans lequel on a stocké les images n'est pas affiché, il faut cliquer ici sur le petit plus et aller chercher dans notre dossier le fichier où sont stockées nos images. Donc moi, c'est déjà le cas ici, je n'importe pas. Ensuite, il faut ajouter les images à la librairie et elles apparaissent ici de la même manière que les miennes. Donc je ne développe pas sur la nécessité de photographier les images en RAW avant la calibration et ensuite, après la calibration, on exportera ces images en JPEG
ou et en TIFF. Nous, on aime exporter les images, on a besoin en général d'exporter les images dans 3 formats, à 3 résolutions différentes. La première, c'est en TIFF, c'est pour l'archivage, pour garder l'image calibrée à sa pleine résolution et sans altération. L'image JPEG est aussi non altérée, mais elle peut subir quand même un peu plus d'altération au cours de sa vie si jamais elle est transférée via des messageries, etc. Donc voilà, mais telle qu'elle est créée, elle est aussi très satisfaisante en termes de qualité d'image et du JPEG basse définition pour les rapports de restauration qui n'ont pas besoin des 45 millions de pixels qui sont actuellement dans nos images parce que c'est des images qui sont représentées en petite taille dans un rapport. Je vais commencer par la présentation de la calibration des images visibles. Alors moi j'ai fait différents tests avec différents appareils, c'est pour ça que vous avez et différentes optiques, donc vous avez différentes images, mais je vais vous montrer la calibration que sur une seule image. Donc je sélectionne l'image avec la charte que je vais ouvrir dans la chambre noire. Ici avec cet onglet on va avoir l'information de toutes les comment on dit ça, toutes les options qui sont actives au niveau de l'image. Et il y a ici, donc dans ce carré, exactement toutes les options qu'on désire lors de la calibration, ni plus ni moins. Donc l'orientation, elle permet donc de positionner l'image dans le bon sens. Voilà, c'est la première chose qu'on peut faire. On a ensuite une correction de lentille, correction d'objectif qui corrige les déformations d'objectif qu'on peut avoir et qui détecte en général automatiquement l'objectif utilisé. Donc c'est des profils de base, moi j'aime bien l'utiliser. On va ensuite régler la balance des blancs. Donc pour ce faire, on utilise cet outil qui est un outil voilà, dont on peut paramétrer la zone de sélection et qui va donc nous sélectionner une zone grise qui va être considérée comme neutre. Donc c'est ici cette option pipette, cet onglet pipette dans le module balance des blancs qui va être utile pour nous. On va ensuite régler l'exposition. Donc pour ça, on voit là à gauche de notre écran qu'on a aussi des outils. Alors ça, c'est des outils qui nous permettent d'avoir des informations sur l'image, alors qu'à droite de l'écran, on aura des outils qui vont nous permettre de faire des modifications sur l'image. On a donc ici un outil Color Picker qui va nous permettre de connaître les coordonnées colorimétriques d'une zone. Donc là, elles sont affichées en LAB, c'est très bien, c'est ce que je veux. Si ce n'est pas le cas sur votre Darktable, vous pouvez donc sélectionner ici LAB dans le menu déroulant. On voit donc que le A et le B sont assez faibles, ça veut dire que le gris est bien neutre. Et au niveau de la valeur de L, ce troisième patch ici doit être à 51 en L. Ça, c'est donc la charte Color Checker qui l'indique. C'est les valeurs de la charte. On va donc pouvoir ici, avec ce curseur d'exposition, ajuster très précisément cette exposition pour qu'elle soit égale à 51. Voilà. Donc, on tolère un écart de plus ou moins 1 en L, de manière assez arbitraire, mais voilà. Et il faut aussi régler, ici on a un deuxième curseur qui nous permet de calibrer les noirs. Donc on peut aussi régler les noirs avec ce patch noir. Et il faut en effet que la valeur de ce patch noir soit à 20. Donc là on l'a déjà.
Au moment où on règle le noir, le gris peut bouger, donc il faut ensuite aller revérifier notre patch gris pour voir s'il est bien à notre valeur cible ou bien s'il faut remodifier un peu en faisant des allers-retours entre ces deux patchs assez sombres. Donc vous pouvez voir que sur d'autres images qui n'ont pas du tout été calibrées, on a des choses qui... Alors, on n'est pas là. Voilà, au moment où on ouvre une image RAW, en général, il y a certaines options qui sont actives, comme par exemple des reconstructions de haute lumière, qu'on va donc désactiver de cette manière-là, pour aller ensuite activer les modules qui nous intéressent. Le module exposition, on va le trouver ici dans le menu qui s'appelle base, ainsi que orientation. On va aussi avoir la white balance, la balance des blancs ici dans ce même menu. Et on va pouvoir trouver la calibration des couleurs ici dans le menu couleurs. Concernant la correction des objectifs, on va trouver ce module-là dans cet onglet correction et correction d'objectifs. Donc si tous ces réglages ne sont pas disponibles, il faut parfois paramétrer Darktable. Ici, en cliquant sur ces trois traits, on va activer tous les modules. Comme ça, ils sont tous disponibles parce que dans certains workflows débutants, en effet, il y a certaines options, certains modules de réglage qui ne sont pas disponibles. Donc, nous, on connaît précisément les modules qu'on veut utiliser. Du coup, on les active tous. Je reviens sur mon image de base parce que j'ai oublié, pardon, une correction importante, c'est le profil colorimétrique. Donc, en général, quand on vient d'activer ce module de calibration de couleurs, on va avoir un doublon avec la balance des blancs. Donc pour plus de facilité, parce que c'est pour plus de facilité d'usage tout simplement, moi je préfère décorréler la balance des blancs de la calibration des couleurs. On va donc chercher à ce que la balance des blancs soit gérée par le module balance des blancs et la calibration des couleurs par ce module calibration des couleurs. Pour ce faire, on va donc désactiver la gestion de l'adaptation de ce module de calibration des couleurs en cliquant ici au niveau de adaptation sur aucun contourné plutôt que de sélectionner un espace de couleur. On va ensuite pouvoir calibrer avec une color checker. Donc on voit que la charte elle s'affiche sur notre image et là on peut sélectionner la charte qu'on a utilisée. Donc avant ou après 2014 il y a un changement, donc il faut regarder au moment de la prise de vue ou aller vérifier la charte, enfin la date de création, la date d'édition de la charte qui a été utilisée pour les photos. Donc pour nous c'est une charte assez nouvelle donc qui a été créé après 2014. Et on peut aussi choisir une optimisation, c'est-à-dire que le profil, il va pouvoir privilégier certaines couleurs en termes de correction. Par exemple, si on veut des couleurs qui soient les couleurs neutres qui soient bonnes, on va pouvoir par exemple se mettre sur une optimisation pour les couleurs neutres. Voilà, bon, de base, on prend aucune optimisation. On va ensuite pouvoir positionner notre charte sur la charte de l'image. De cette manière. Et en cliquant ici sur cette petite flèche arrondie,
on va avoir un calcul du profil de correction. Donc, vous aurez compris que la balance des blancs, elle sert à ajuster les gris, mais elle ne s'occupe pas des autres couleurs qui peuvent apparaître dans l'image, qui n'ont pas forcément besoin exactement des mêmes corrections que les gris. Ce profil colorimétrique, il est donc important parce qu'il va nous permettre de corriger aussi ces couleurs-là. Donc, on voit ici qu'on a des valeurs de delta E qui nous permettent de voir la qualité de notre profil. Donc ici, on est sur un très bon profil parce que en effet, on a toute une chaîne de prise de vue qui a été optimisée avec des flashs de qualité, des appareils de qualité, des optiques de qualité. Donc c'est pas étonnant. Parfois, on n'arrive pas à des résultats aussi bons, mais l'idée c'est de se rapprocher au maximum de ces valeurs-là donc connues de la charte. Donc ici, on voit qu'on a même des mesures de delta E qui nous permettent de comprendre ou en tout cas d'avoir une idée de la manière dont ont été corrigées les valeurs de couleur. On a donc les delta E d'entrée qui là sont au maximum à 4,57 et en moyenne à 1,38. Et en sortie, on voit que on a baissé, on est à maximum 2,99 en écart de couleur et en moyenne à 1,09. Donc il faut savoir que l'œil est sensible à un écart de couleur delta E. L'œil est capable de différencier deux couleurs à partir du moment où l'écart entre ces deux couleurs est de, alors ça dépend des yeux, hein. Pour les yeux experts, c'est 1, l'écart de couleur minimal perceptible, et pour certains yeux un peu moins experts, c'est 3. Donc on estime que ce delta E perceptible minimum est entre 1 et 3. Donc là, on est vraiment dans la zone où on a quelque chose d'à peine perceptible. Donc on considère que ce profil est de très bonne qualité. Donc je le répète, tous les autres modules qui ne sont pas activés ici, qui ne sont pas listés dans ces modules actifs à droite, doivent être désactivés en cliquant ici sur la désactivation. Et lorsqu'on désactive un module, si on veut ensuite le voir disparaître, il faut qu'on clique sur un autre onglet et qu'on revienne sur ce module-là. Là, voilà, j'ai désactivé ma balance des blancs. En effet, ça pose problème. Je le réactive et il a gardé en mémoire les réglages que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que mon image avec la charte est calibrée, je vais pouvoir copier tous les réglages que j'ai faits et les coller sur une autre image qui ne va peut-être pas contenir de charte ou sur du coup toute une série d'images. Pour ça, il y a deux solutions. Soit je peux créer ici un style. Alors, je suis revenue dans la chambre claire parce que là, je m'intéresse à un traitement par lot. Donc, tout ce qui est lorsqu'on travaille sur plusieurs images, ça va se passer dans la chambre claire et pas dans la chambre noire où là, on va vraiment travailler sur une seule image. Donc ici, soit je vais créer un style que je vais pouvoir ensuite appliquer à toutes mes images. Par exemple, je vais l'appeler calibration visible. Et j'ai donc sélectionné tous les réglages qui étaient actifs. J'enregistre et j'ai donc un style qui arrive là et je vais pouvoir l'appliquer à mon image. Donc là, évidemment, il y avait déjà voilà. Donc là, on voit que les couleurs ont changé, que l'intensité de lumière a été ajustée et on a quelque chose de très ressemblant à l'image avec la charte. Il y a une autre solution, c'est de copier ici les réglages avec History Stack. Donc selon les versions de Darktable, il y a un petit bug qui peut se mettre en place et parfois, si on fait simplement copier les réglages, ça peut ne pas fonctionner. Donc moi, je préfère faire copier sélectivement, tout sélectionner OK. En plus, je peux voir précisément ce que je sélectionne et je vais ensuite donc coller les réglages que je viens de copier et mon image va s'ajuster.
Donc là, la première image a été prise avec des réglages un petit peu différents de celle de la charte. Je vais donc coller mes images ici, mes réglages pardon ici, et on voit que bon, il n'y a pas de changement parce que j'ai déjà fait ces ajustements-là. Donc, au moment où on vient d'importer une image et qu'on a désactivé donc tous les modules qui sont actifs, on a une image qui ressemble à ça, voilà, avec le vert qui ressort beaucoup. Donc c'est normal, c'est au moment de la balance des blancs que tout se neutralise, c'est au moment de l'exposition que les lumières sont ajustées. Bon, l'orientation et la correction des lentilles, on comprend assez facilement, et les couleurs sont ensuite ajustées finement avec la calibration des couleurs. Donc retenez bien cette liste pour le visible parce que c'est toujours les mêmes modules qui vont être activés de la même manière, quelle que soit la prise de vue. Pour l'UV, les choses sont un petit peu différentes pour l'UV parce qu'il existe deux calibrations. Nous, en tout cas, à l'INP, on fait deux calibrations différentes. Pour l'UV et d'ailleurs pour toutes les autres imageries. Donc je les liste ici. On fait de l'imagerie de luminescence, donc dans le visible, l'appareil photo enregistre dans le visible, mais l'objet est éclairé avec de l'UV. Donc ça c'est l'imagerie de luminescence sous éclairage UV. On a aussi des imageries de réflectance en infrarouge et en UV. Et on peut avoir des imageries de luminescence enregistrées en infrarouge sous éclairage visible ou enregistrées en infrarouge sous éclairage UV. On va les traiter. Bon, on les traitera pas dans cette vidéo parce que c'est des usages qui sont un petit peu alternatifs, disons. Donc pour l'éclairage UV, on va faire une première calibration qui va nous servir de référence, qui va nous servir d'image qui va pouvoir être comparée avec d'autres images. Donc pour ça, je vais désactiver tous les modules qui sont actifs et je vais venir activer la balance des blancs. Je vais venir activer l'orientation, exactement, l'exposition, et c'est tout. Et si la correction des objectifs. Une fois que tout ça est activé, je vais, pardon, excusez-moi, je vais donc zoomer sur la zone de la charte pour sélectionner le patch gris moyen comme balance des blancs. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Voilà. Donc, moi, je travaille au pad, là, donc c'est assez compliqué concernant la gestion des zones de sélection. Donc, je vous conseille, lorsque vous
faites votre post-production de faire ça à la souris. Donc, il faut toujours prendre une petite marge parce que les bordures sont pas très nettes en général en termes de couleur. Hein. Donc, voilà, on prend une petite marge à l'intérieur du patch et notre balance des blancs est donc faite. Concernant l'exposition, c'est quelque chose qu'on essaye de faire à la prise de vue, mais pour la première calibration, on va donc utiliser la charte en regardant pour le premier protocole de post-production qui concerne la calibration. On va regarder la charte en sélectionnant la gamme qui a l'intensité de fluorescence la plus proche de celle de notre objet. Donc en général, nous dans le patrimoine, on est sur la gamme low la plupart du temps. C'est pas voilà, c'est pas une règle en soi, mais ça arrive souvent de cette manière-là. Et on va avoir donc, on va prendre comme référence d'exposition le patch le plus clair de notre gamme. Je me trompe de patch. Et on veut qu'il arrive à une valeur de 60. Donc pareil, plus ou moins 1. Donc en général, on a plus ou moins 50, une valeur de 50 au milieu, une valeur de 60 sur le patch gris clair et sur le patch gris foncé. En général, on ne s'en sert pas, mais on est autour de 40. Donc, il y a à peu près 10 d'écart entre chacun des patchs en L. Donc là, on voit que on est en effet sur 60 sur notre patch low, sur notre patch gris clair de la gamme d'intérêt qu'on a sélectionné. Cette valeur de 60, elle n'a pas été choisie au hasard. On a testé différentes méthodes de balance des blancs sous UV. Donc, je vous mets encore une fois la référence du travail en commentaire, mais c'est l'image qui va correspondre à une image où la gamme de la charte n'atteint pas la saturation. Sur les autres, si on dépasse cette valeur de L égale 60, on a la couche bleue qui commence à toucher un peu la saturation, donc le seuil de saturation, donc ça peut fausser la balance des blancs et donner des couleurs qui sont pas les bonnes. Donc là, on voit que notre objet, il est exposé correctement et cette première calibration, elle est donc terminée. Cette image est exploitable telle qu'elle. Régulièrement, l'objet, il apparaît trop sombre. On se rend compte que l'objet apparaît trop sombre sur cette image-là. En effet, quand on va recadrer ici, donc j'active le module recadrage. Lorsqu'on va recadrer l'image uniquement sur l'objet, on va se rendre compte qu'en effet, l'histogramme, il est pas vraiment, enfin voilà, il y a toute une zone là où il pourrait y avoir des valeurs et où il n'y a pas de valeur. C'est là que rentre en jeu la deuxième calibration qui va donc nous aider à avoir des informations sur vraiment l'objet en tant que tel. C'est un protocole qu'on appelle basé sur le matériau, qui sera donc pas comparable avec d'autres matériaux parce qu'on va vraiment plus avoir de référence en termes d'exposition, mais qui va nous permettre de mettre en avant au maximum toutes les informations qu'on peut avoir sur cette image et qui vont pouvoir servir à la restauration. Donc pour ça, on va tout simplement changer l'exposition pour qu'elle soit
presque à saturation. Donc là, on voit que l'histogramme, il touche presque à droite. Donc au moment où il touche, ça veut dire que les pixels qui sont dans la zone image atteignent la saturation. Donc nous, on va se mettre juste avant cette valeur-là et on va du coup augmenter l'exposition jusqu'à arriver à cette valeur. Donc là, j'ai fait ça en touchant uniquement l'exposition parce que bon, mon objet, il a quand même une certaine fluorescence, une certaine luminescence sous UV. C'est pas le cas de tous les objets. Certaines fois, ils ont des luminescences très très faibles. Donc, il faut faire cette compensation d'exposition à la prise de vue. C'est-à-dire que on fait une première image en vérifiant au moment de la prise de vue que la valeur de gris clair de notre gamme de la charte est bien à 60 et on fait une seconde image où la charte va nous apparaître complètement blanche et ou par contre, donc les valeurs qui sont dans l'objet, les valeurs de couleur dans l'objet seront voilà, avec un histogramme qui sera non saturé, mais juste avant la saturation. Parfois, il y a des gros écarts, hein, on peut aller sur 30 secondes de pause avec l'objet, alors que pour la charte, on est à 1/60 de seconde. Donc, lorsque les écarts sont aussi grands, il n'y a pas d'autre solution que de le faire à la prise de vue. Et on a besoin donc de prendre deux images différentes parce qu'à la post-production, ça ne sera pas possible. Donc, ici, j'ai donc mon image. Je vais désactiver le recadrage et j'ai mon image calibrée pour mettre en avant les contrastes à l'intérieur de l'objet. Donc là, on peut vérifier quand même quelque chose qui est intéressant, c'est la valeur de notre gris. Alors, je vais le faire sur plutôt l'image qui du coup où les patchs n'atteignent pas la saturation parce que là, en effet, ce patch, il atteint la saturation. On voit que là, notre histogramme total, hein, il touche bien à droite, donc certains pixels sont saturés. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie virtuelle de cette image pour donc avoir mes deux calibrations l'une à côté de l'autre. Voilà, pour pouvoir les exporter ensuite. Donc pour ça, je vais dans l'image, je vais ici dans la sélection d'images et je vais dupliquer mon image. Et je vais donc avoir une copie virtuelle de cette image. J'en aurai donc une qui sera exposée, qui sera calibrée pour la comparaison et une qui sera calibrée pour mettre en avant les différences à l'intérieur de cet objet. Donc, je vais reprendre la seule chose que j'ai changée, c'est donc la valeur de ce patch. Hein. Là, on est en effet presque à 100. Et on va retourner à 60. Donc cette image prise avec la charte correctement exposée, elle est absolument indispensable parce que c'est grâce à elle qu'on a pu faire la balance des blancs. On a pu faire la balance des blancs sur un patch non saturé, alors que si on ne la prend pas, on n'a pas de référence pour faire cette balance des blancs. Alors si on est dans les mêmes conditions que celles qu'on a l'habitude avec les mêmes lumières, on peut réutiliser des réglages qu'on a préenregistrés pour ces conditions-là, mais voilà, on préfère en termes de sécurité avoir une image où la charte est exposée correctement dans tous les cas pour avoir une balance des blancs qui soit fiable. Et là, je vous montre donc la valeur du gris avec l'outil et on est
quand même pas très loin de la neutralité. 1,57, c'est pas tout à fait neutre, hein, là ça devrait être à 0. Donc on est pas mal par rapport aux autres logiciels. Sur les autres logiciels de post-production qu'on a testés, on n'arrive pas du tout à des neutralités aussi basses. Donc c'est pour ça que Darktable, il est vraiment indispensable pour nous dans le patrimoine, parce que cette calibration sous UV, elle peut se faire de manière assez drastique. Les modifications sont assez drastiques et ça, c'est seulement possible à notre connaissance sur Darktable. Peut-être sur d'autres logiciels non libres, mais en tout cas en termes de logiciels libres, c'est possible uniquement sur Darktable. On a testé sur Lightroom et on arrive à des résultats bien moins concluants. On va donc retourner à notre librairie. On peut évidemment mettre des marqueurs comme des notes ou des marqueurs de couleur sur les images qu'on a traitées, qu'on a post-produites. Voilà, donc je sais que celle-ci, par exemple, je veux la garder pour ensuite pouvoir filtrer notre prise de vue au fur et à mesure et avoir seulement les images qu'on a gardées. Donc là, évidemment, j'ai sélectionné à chaque fois une paire d'images au hasard. Mais j'ai en effet fait des tests différents avec différentes optiques, différents filtres pour les techniques qui nécessitent des filtres. Alors, au moment où on s'intéresse à la réflectance UV, ici c'est l'image en réflectance UV et en réflectance infrarouge, on va utiliser exactement la même logique et les mêmes réglages, les mêmes techniques de post-production. Donc je le montre ici, c'est déjà fait sur l'image en réflectance UV. Donc je vais le faire cette fois-ci sur l'image en réflectance infrarouge. Donc là aussi, on va avoir deux techniques de post-production. Alors, pour rappel, au moment de la prise de vue, la réflectance UV et la réflectance infrarouge, elles se font avec un appareil photo qui a été défiltré au préalable, c'est-à-dire qu'on a sur le capteur enlevé ou fait enlever le filtre anti-UV pour augmenter la zone de sensibilité du capteur. Donc là, on est dans une zone qui n'est pas visible par l'œil humain. Donc les couleurs, elles n'ont pas vraiment de sens. Aussi bien en UV qu'en infrarouge, on peut utiliser ces imageries pour faire ce qu'on appelle les imageries fausses couleurs, mais on ne va pas pouvoir vraiment représenter de manière colorée ce qui se passe dans ces zones spectrales-là, parce que perceptuellement, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la fausse couleur, c'est une sorte d'astuce qu'on a trouvée pour mixer, en mixant l'image prise en lumière visible et l'image prise hors du visible, pour avoir les informations qui apparaissent dans ces zones-là et qu'on ne peut pas visualiser en visible. Donc étant donné ces choses-là, c'est des images qu'on va vraiment considérer uniquement en niveau de gris. Et bon, en plus, toute la technologie de captation, elle justifie ça. Mais en effet, ce qu'on va vouloir visualiser, c'est donc cette lumière en infrarouge. Cette lumière infrarouge a-t-elle été réfléchie par l'objet, par ce pixel-là? Si oui, ce pixel-là va apparaître blanc, sinon ce pixel-là va apparaître noir. Et c'est la même chose en UV. Ce pixel-là a-t-il réfléchi le rayonnement UV qu'on lui a envoyé? Si oui, il va apparaître blanc, sinon il va apparaître noir. Donc, c'est des techniques qui nécessitent un appareil photodéfiltré, ça je l'ai déjà dit, mais aussi de refiltrer ensuite l'objectif avec des filtres qui vont notamment bloquer la lumière visible, parce qu'en effet, si on s'intéresse à la réflectance UV, on veut donc envoyer du rayonnement en UV et récupérer le rayonnement réfléchi seulement dans la zone UV. Donc, on va bloquer tout le rayonnement visible et tout le rayonnement infrarouge grâce à un filtre. Et inversement, quand on est en infrarouge, on va envoyer du rayonnement infrarouge et récupérer uniquement du rayonnement infrarouge en bloquant tout ce qui se passe en visible et en UV avec un filtre par-dessus l'appareil.
Donc, il y a une problématique spécifique avec ces imageries-là, c'est les problématiques d'alignement. Si on veut faire justement des imageries en fausse couleur, il faut faire attention à ce que l'image soit alignée. Donc ça peut être un défi parce que on a donc un appareil photo standard qui voit dans le visible et là on a un appareil photo qui voit différemment. Du coup, soit il faut refaire notre image visible en filtrant l'UV et l'infrarouge qu'on a défiltré sur le capteur avec des filtres supplémentaires. Ça, c'est une pratique assez courante. Nous, à l'INP, on a donc 2 appareils photo absolument identiques avec un dock de fixation, un module qui permet de rajouter des batteries pour augmenter l'autonomie à la base, mais qui permet aussi de fixer l'appareil photo dans une position assez précise. Donc, avec cette technique-là, on arrive donc à prendre notre image en visible avec notre appareil qui est un Nikon D850, donc tout à fait normal. Et ensuite, on dévisse ce dock sans bouger donc le reste de notre configuration. On dévisse l'appareil photo de ce dock et on peut ensuite revisser dans une position assez précise l'autre appareil photo qui est aussi un Nikon D850 qu'on aura quant à lui défiltré et on peut utiliser donc le même objectif qui était utilisé sur notre image visible sur cet appareil défiltré pour avoir vraiment quelque chose de parfaitement aligné. Donc ça vaut uniquement si on veut faire des fausses couleurs. C'est pas le cas, c'est pas pertinent de le faire à chaque fois. Et étant donné que c'est parfois un petit peu long à mettre en place, on a tendance à d'abord explorer les choses seulement sans se préoccuper de l'alignement, voir si en noir et blanc on a des choses qui ressortent, des choses qui nous intéressent et si on a l'usage de la fausse couleur, on peut voilà, reprogrammer une prise de vue en prenant en compte les problématiques d'alignement. On retourne à la calibration. On va donc encore une fois avoir deux méthodes de calibration. Cette fois-ci, la charte, ce qui va me servir de charte, c'est des spectralons. Donc ça, c'est des objets qui vont réfléchir un certain pourcentage de la lumière. Alors, c'est des choses qui sont assez peu accessibles pour le moment. Et donc, on a des spectralons blancs qui sont considérés comme lambertiens, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir uniformément dans toutes les directions le rayonnement incident. Donc nous, les nôtres, le blanc, il réfléchit 99% des rayons. Le gris clair, il réfléchit 75% des rayons incidents. Le gris moyen, il réfléchit 50% des rayons incidents. Et le noir, 2% des rayons incidents. Donc ça va nous servir à calibrer notre première image. Donc ça, c'est la calibration comparative absolue qu'on va pouvoir garder et comparer au fil du temps qui va être absolument reproductible. On va donc désactiver tous les modules qui sont actifs au début pour se retrouver voilà, avec notre image de base. On va ensuite utiliser donc l'orientation, la correction des objectifs et cette fois-ci, on va utiliser une courbe des tonalités. Et aussi, on va passer l'image en noir et blanc avec cet onglet monochrome. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est cette information qui nous intéresse. Donc, je vais remettre mon image droite. Correction des lentilles, comme d'habitude, tout est détecté automatiquement. Monochrome, on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Et on va donc s'intéresser à notre courbe des tonalités. Ce qu'on va vouloir, étant donné que là, on a du noir et blanc,
on n'a pas de valeur de A et B, on n'a que des valeurs de L. Ce qu'on va vouloir, c'est donc replacer ces valeurs de L, les valeurs de L des spectralons à leur valeur photométrique. Donc là, on est vraiment hors de la perception, hein. C'est pour ça aussi qu'on utilise ces matériaux-là, parce que la charte perceptive, elle est pas pertinente parce qu'il n'y a rien à percevoir. L'œil humain n'est pas capable de percevoir dans ces longueurs d'onde-là. Donc là, on voit que je suis à 11. En fait, ce petit onglet ici, il va nous permettre de sélectionner ici, de positionner le trait rouge sur cette courbe où l'histogramme est représenté, un trait rouge. Donc là, on voit que à ce niveau-là, on a en effet une valeur de 11,6. Donc nous, on voudrait qu'à cet endroit-là, la valeur, elle soit plutôt très basse, c'est-à-dire à 2. Donc là, je suis à 2,8, c'est très bien. On va ensuite se poser. Donc pour ce faire, hein, pour le premier et le dernier point, on va vraiment régler les extrêmes de la courbe. On va faire un seuillage en fait par le bas et par le haut pour calibrer nos noirs et nos blancs. Donc pour le blanc, pardon, je suis donc à 57 et je dois être à 99. Hein. Donc, en effet, la valeur de réflexion, le pourcentage de réflexion des rayons de mes spectralons, c'est en pourcentage. Ma valeur de L peut aussi être interprétée, on va dire, en pourcentage parce que elle est comprise entre 0 et 100. Le L est toujours compris entre 0 et 100. Bon, j'y suis à peu près. Je vais ensuite régler ma valeur de gris ici. Donc, pour ajouter un point, je vais simplement cliquer sur la courbe. Et là, j'ai ajouté un point. Donc, je sais que c'est un point qui doit être à 75%. Et donc, je vais lui assigner la valeur de 75. Donc la valeur, c'était la deuxième valeur ici. Hop. Et en fait, c'est assez facile de le voir parce que j'ai en effet des traits qui partitionnent mon histogramme. Donc, je sais que mon point doit être à la croisée de mon trait rouge et mon trait 75. Et pour 50, ça va être la même chose. Je vais positionner mon trait rouge sur 50. Et je vais donc pouvoir positionner un point. Voilà. Là, pardon. Donc là, on a une calibration qu'on considère, mettons, absolue, qui nous permet de comparer toutes les différentes images issues de ces mêmes techniques de prise de vue et qui vont nous permettre aussi d'avoir des fausses couleurs qui soient fiables. Voilà. Donc cette calibration, elle est absolument indispensable quand on travaille en fausse couleur. Et il y a une autre technique de calibration qu'on va explorer, qui est donc pareil dans la même logique que tout à l'heure, qui est basée sur vraiment le matériau, l'objet. Et là, on va chercher à mettre en avant les différences qu'on peut avoir en termes de signal, de réponse dans notre objet. Donc cette fois-ci, on ne s'occupe plus de la courbe des tonalités,
on va par contre utiliser le contraste local et l'exposition, voilà, pour régler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ou diminuer l'exposition pour faire en sorte que l'histogramme, donc pardon, excusez-moi, j'ai oublié de recadrer bien sûr la zone d'image sur mon objet, parce que c'est vraiment les valeurs de l'objet qui nous intéressent. Et une fois qu'on aura fini notre traitement, on va pouvoir désactiver ce recadrage parce que la calibration sera faite. On va donc pouvoir centrer notre histogramme à peu près au milieu. Et on va ensuite, avec le contraste local, augmenter le détail, soit jusqu'à ce qu'on ait un des côtés qui touche. Voilà. Donc là, on voit que on a les basses lumières qui ont touché un peu avant les hautes lumières. On va donc réajuster notre exposition et donc éventuellement rediminuer un petit peu pour avoir vraiment que des valeurs non saturées dans notre image, hein, parce que quand même c'est mieux de ne pas avoir de pixels saturés dans l'image. Après, si on veut mettre en avant donc des modifications spécifiques, des changements, on peut encore ajuster notre recadrage sur une zone encore plus resserrée et faire le même travail si par exemple on est intéressé par les différences dans cette zone-là, mettons. Donc là, voilà, on va voir que avec mon contraste local, je peux encore mettre en avant des craquelures, donc de manière encore plus claire. On utilise cette technique-là, donc en effet pour la réflectance infrarouge, la réflectance UV, mais je ne l'ai pas dit aussi pour les radios et pour en fait toutes les images qui vont être en 2 dimensions, qui vont être, toutes les images sont en 2 dimensions, qui vont être hors du visible, donc tout ce qui est par exemple luminescence infrarouge sous éclairage visible, on va pouvoir aussi utiliser cette technique-là pour mettre en avant certaines caractéristiques qui sont souvent liées en fait à la texture, mais en aucun cas il est autorisé d'utiliser cette technique de calibration pour faire des fausses couleurs ou pour comparer des images entre elles. On est vraiment sur la mise en avant de structures au sein même d'une même image. Je vais donc, évidemment, quand je ne vous ai pas montré, mais si je désactive mon crop avec des réglages qui ont été faits pour une zone très précise, notre image va plus du tout être exploitable de manière globale. Donc j'aurais mieux fait plutôt de revenir en arrière. Voilà. Mais lorsqu'on considère une image globale, voilà, on va essayer d'obtenir un histogramme qui a cette forme-là, qui donc ne touche pas ici à droite et ne touche pas ici à gauche non plus. On va ensuite pouvoir enlever le recadrage et on arrive à un résultat très satisfaisant. Je peux aussi via la Darkroom, la chambre noire, mettre des notes à mes images. Et je vais ensuite filtrer toutes les images qui ont 5 étoiles. Donc de la même manière pour tous les réglages qu'on a fait, on peut bien sûr créer des styles, copier et coller les réglages sur toute une série d'images qui a été prise dans les mêmes conditions. Une fois que toutes nos images sont correctement calibrées, on va pouvoir les exporter
pour ce faire, ici, dans la chambre claire, on a un onglet Export où on va pouvoir sélectionner le dossier dans lequel on veut exporter les images. Ici, on va avoir les formats d'export. Donc, comme je l'ai dit, nous, on utilise en général le JPEG 8 bits et le TIFF. Le TIFF que je vois, ah oui, si, il est là, ok. Le TIFF et avec des qualités différentes selon, alors en général, on met toujours la qualité à 100% et c'est plutôt la taille qu'on va changer. Donc pour les pixels, pour les images, pardon, haute définition, on va garder une qualité à 100% et ne pas autoriser le recadrage ni le rééchantillonnage, ici resampling. En termes de profil colorimétrique, pour les images haute définition, que ce soit en JPEG ou en TIFF, on va aussi sélectionner un espace de sortie Adobe RGB. Donc c'est un espace qui permet de représenter énormément de couleurs visibles comparé à l'espace sRGB qui va donc, on va dire, ne pas être capable de représenter des couleurs un petit peu extrêmes. Mais en revanche, l'espace sRGB, tous les écrans sont capables de le représenter. Donc, si on veut publier une image en ligne ou la publier dans un rapport, par exemple, ou dans un document qui va être transmis de manière numérique, on va sélectionner sRGB. Là, on est sur donc l'export en haute définition. On va donc garder Adobe RGB. La question de la colorimétrie relative, etc. Il s'agit de modes de conversion des couleurs qui sont en dehors du profil. C'est-à-dire, mettons que j'ai un bleu qui soit si intense que même l'œil humain n'est pas capable de le percevoir. Parfois, l'appareil photo peut être capable de le percevoir, ou bien imaginons que j'ai choisi un profil sRGB et que mes couleurs sont assez intenses et qu'elles dépassent de ce profil-là, il va falloir donc convertir ces couleurs-là qui sont pas dans mon profil à l'intérieur de ce profil, et c'est des modes de calcul de conversion de couleurs hors profil en fait. Soit ça va prendre toutes les couleurs de l'image et tout compresser pour le faire rentrer dans l'espace colorimétrique de sortie, soit on va pouvoir seulement déplacer une couleur qui est hors profil sur la périphérie du profil. Je vais pas de l'espace couleur de sortie, pardon. Je vais pas rentrer dans les détails. Je conseille la colorimétrie relative. Voilà. Donc là, on n'applique pas de style hein, parce qu'on a déjà appliqué tous les réglages qu'on a voulu à nos images précédemment. Mais évidemment, si toutes nos images sont invisibles, on peut uniquement calibrer notre image avec Chart, créer un style et appliquer un style ici au moment de l'export. Ça fait que toutes nos images exportées qui ont été prises dans les mêmes conditions vont sortir calibrées. Voilà. Au moment de l'export en basse définition, cette fois-ci, on va pouvoir autoriser comment on dit ça, la taille de l'image, pardon, et on va pouvoir aussi, ouais non pas celui-ci, on va je pense pouvoir aussi sélectionner, voilà, ici, donc si on considère notre image en centimètres, on va pouvoir lui assigner une taille et une résolution, donc c'est-à-dire le nombre de pixels qu'on va vouloir qu'elle contienne. Donc les DPI, c'est des dots per inch, c'est des pixels par inch. Donc un inch, c'est 2,54 cm. Donc il y a 300 pixels dans 2,54 cm de mon image finale. Donc si par exemple je sélectionne une image qui fait 2,54 cm par 2,54 cm en termes
de taille et que j'utilise 300 dpi, mon image contiendra en tout 300 x 300 pixels. Donc voilà, ça c'est la résolution. En général, on utilise du 300 dpi pour la diffusion des images et surtout pour son impression. Si c'est pour de la publication web, on est souvent à 72 dpi et donc comme vous l'aurez compris, on est une résolution en pixels par distance, on va dire par taille, et ensuite on peut sélectionner la taille de notre image. Donc en fait, ces deux réglages-là sont intimement liés. Donc si on veut des images en basse définition, il faut réfléchir et calculer donc la taille de nos images, la taille des images qu'on souhaite et le nombre de pixels à l'intérieur. On peut bien sûr directement indiquer un nombre de pixels par image. Et donc pour les images haute définition, on va dire, on va les laisser telles quelles avec donc tous les pixels qui sont disponibles sur le capteur. Donc nous, le nôtre, c'est un capteur à 45 millions de pixels. C'est beaucoup, donc voilà, mais ça nous permet vraiment de garder toutes les informations qu'il y a dans cette image. Alors, je n'ai pas parlé de la question de on conflict, donc sur conflit. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si un fichier a déjà le nom du fichier qu'on veut exporter? Donc là, soit on peut écraser le fichier, soit on peut ne pas exporter le fichier, soit on peut créer un nom unique pour ce fichier, histoire qu'il n'ait pas le même nom qu'un autre. Et on a aussi en général, mais je ne le vois pas ici, une question concernant les images en niveau de gris. Et donc, habituellement, les images en niveau de gris doivent être en niveau de gris, donc doivent avoir seulement une couche plutôt qu'avoir 3 couches de gris qui sont identiques, d'avoir seulement une couche. Mais je ne le vois plus ici. Bref, peut-être que c'est seulement avec les TIFF. Voilà, exactement. C'est seulement en TIFF que ça me le propose. C'est bien dommage parce que ce serait utile aussi, mais je pense que les JPEG sont des formats trop carrés pour autoriser qu'il y ait un nombre différent de couches que 3. Donc au niveau du TIFF, on va donc demander à ce que les images en noir et blanc soient exportées en niveau de gris avec donc seulement une couche d'information contenant des pixels blancs, gris et noirs. Voilà. Ensuite, hop, on peut cliquer sur export. Je vais le faire. Et donc là, on voit ici à gauche, alors ça doit être sous mon image, mais il y a l'information de combien d'images ont été exportées. Donc là, on voit donc que seulement une image a été exportée parce qu'en effet, j'en ai sélectionné qu'une. Donc si on veut sélectionner plusieurs images, soit CTRL A, on sélectionne tout, soit on peut choisir les images qu'on veut sélectionner. Voilà, de la même manière que pour l'explorateur de fichiers. Et ensuite, exporter toutes nos images. Ça va prendre un petit peu de temps selon le nombre qu'on en a, mais on peut voir l'avancée ici en bas à gauche. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'était clair. J'espère que ça sera utile et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, bonne soirée.